de Macron, le fameux Rothschild Gate. C'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui dans lequel nous allons conduire une analyse du reportage de Off Investigation. Alors, en guise d'introduction, à 7 jours du premier tour de l'élection présidentielle, après avoir eu droit au McKinsey Gate, sujet que nous avons déjà traité sur notre chaîne Comment McKinsey paye 0 € d'impôt sur les sociétés et ce depuis 10 ans, nous avons eu droit à un nouveau reportage d'investigation qui s'intéresse au supposé trust d'Emmanuel Macron où il aurait planqué une partie de son argent gagné à l'époque de la banque d'affaires Rothschild et compagnie. Il faut savoir que ce reportage dont nous vous avons mis le lien dans la description n'apporte aucune preuve tangible, si ce n'est des témoignages anonymes à visage couvert. Nous allons donc nous intéresser à ce qui est dit dans ce reportage, dont, comme je l'ai dit précédemment, vous trouverez le lien dans la description si vous voulez le voir en entier, il dure plus ou moins 1 heure. Et nous allons surtout apporter des précisions complémentaires pour mieux à la fois comprendre et permettre une compréhension globale de quelque chose d'assez complexe. Et c'est pour cette raison et pour garder la vidéo la plus courte possible que nous allons découper en 3 points cette vidéo. Ce qui est réellement dit dans le reportage, pourquoi l'hypothèse avancée est probable ou improbable, c'est le suspense, et l'impact que pourra avoir la guerre en Ukraine sur ces révélations. N'hésite pas surtout à donner ton avis dans les commentaires et dire ce que tu en penses, de préférence argumenter le commentaire et à partager un maximum cette vidéo et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Nous avions également, dans une vidéo précédente, évoqué ce qu'était un trust en détail. C'était dans une affaire récente qui impliquait de riches contribuables français, intitulée l'ISF Gate révélé par Libération. Tu trouveras également le lien de la vidéo dans la bio et en haut à droite. C'est des montages qui sont à la fois complexes et coûteux, donc nous n'allons pas réexpliquer ici, nous te mettrons le lien de la vidéo dans laquelle tout était expliqué. Donc nous allons commencer par 2 extraits que nous allons commenter de ce reportage, qui va être en quelque sorte la justification journalistique pour essayer de prouver un trust à l'étranger, le tout sans preuve. Je n'en sais rien. Je dis simplement que ça pose des questions et qu'il n'est pas tout à fait logique que personne et que la haute autorité n'en ait pas parlé. Selon notre personnalité proche de la banque Rothschild, la modestie des revenus déclarés par Emmanuel Macron en 2012 s'expliquerait par le fait que chez Rothschild, tout n'est pas forcément versé en France. Je vous parle complètement. Je connais bien le système des associés gérants chez Rothschild. Les associés gérants ont chacun une sorte de petite société, genre auto-entrepreneur. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un trust, mis à Jersey ou à Guernesey ou à l'île de Man, puisque Rothschild est à cheval entre Paris et Londres. On leur verse à peu près 20% de leur rémunération sous forme d'une paye classique, avec une feuille de paye comme vous l'avez, comme moi j'ai, et puis on leur verse les 80% qui restent dans le trust. Le trust, il est anonyme. Il y a un avocat, une boîte à lettres à Jersey ou à l'île de Man. Un système d'optimisation fiscale qui aurait été rendu possible suite à des compromis acceptés par Bercy. À un moment, à Bercy, il y avait tout un papier pour dire comment Lazare et Rothschild avaient été négociés un statut fiscal particulier. C'est Picasse qui s'en était chargé pour Lazare en tant qu'ex-membre du cabinet de Strauss-Kahn. Et il avait été négocié avec le service de la législation fiscale. Et Rothschild avait envoyé également, il avait obtenu ce système-là. C'est quelque chose qui serait légal en fait de verser 80% des fees à l'étranger? Eh oui, voilà. Arguant du fait que Rothschild a 2 sièges qui sont à Londres, Londres et Paris. Donc, en tout cas, ça a été approuvé à ce moment-là par le fisc français. En 2005, le patron de la banque Lazare avait effectivement négocié avec Bercy un statut fiscal sur mesure pour ses associés gérants. Objectif, éviter les doubles impositions entre la France et les États-Unis. En 2007, Bercy confirmait dans un rescrit fiscal, une sorte de note à l'usage des contribuables repris dans un document de 2012, qu'il acceptait que certains honoraires des professions libérales basées entre Paris et Londres ne soient pas forcément fiscalisés en France. La quote-part des revenus correspondant à l'activité du Limited Liability Partnership exercée au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'une base fixe située dans cet État
n'est pas imposable en France. Extrait un peu long, mais qui peut se résumer de la façon simple, la modestie des revenus serait justifiée par le fait que Rothschild ne verse pas tous les revenus en France. Alors, quand nous entendons ça, cela paraît logique. On vous parle à la fois d'auto-entreprise, de société et de trust, qui sont trois choses complètement différentes. Cela a strictement rien à voir. Et ensuite, on vous parle de la justification des 80% qui sont versés sur ce trust anonyme. On y reviendra ensuite sur le point anonyme, qui signifierait que Macron, d'après ses déclarations, aurait reçu 3 millions en France et 15 millions au chaud dans un trust, dans un paradis fiscal. Ce qui est également intéressant, on vous parle dans cet extrait d'un compromis accepté par Bercy pour expliquer que ce dernier, les services fiscaux français, accepte le versement de 80% des fees à l'étranger. Les fees, c'est les honoraires. Le journaliste emploie alors une expression très intéressante que Lazare, j'ouvre les guillemets, avait négocié un statut sur mesure pour ses associés gérants avec pour objectif de limiter la double imposition. C'est très important ce point, pas de permettre une double exonération, mais d'éviter une double imposition. Et c'est le droit commun, comme l'explique l'article de Journal de Challenge qui est mis en avant dans le reportage, mais qui n'est pas détaillé. Une fiscalité light pour les associés gérants de Lazare, Lazare étant une banque d'affaires, le statut des associés gérants de Lazare, dont les dirigeants de la maison française Bruno Roger et Mathieu Pigasse pourraient s'inviter dans le débat sur la fiscalité des hauts revenus. Par un courrier du 30 mars 2005, la Direction générale des impôts a accepté, contre l'engagement de faire de Paris le European Hub du groupe Lazare, que leurs revenus en provenance de Lazare New York soient traités en bénéfices industriels et commerciaux avec un crédit d'impôt prévu dans la convention franco-américaine, ce qui aboutit à une très large exonération selon l'un des négociateurs de l'accord fiscal, les experts parlent de ruling, de 2005 signé par l'administration française en marge de l'introduction en bourse de Lazare à Wall Street. Interrogé par Challenge, Lazare Frères précise que les revenus des associés français du groupe sont déclarés en totalité en France et il n'existe aucun agrément visant à limiter la part de leurs revenus déclarés en France. La banque d'affaires note par ailleurs qu'il s'agit d'une application de droit commun. Pour faire très simple, c'est que, en fait, les impôts qui vont être payés aux États-Unis vont venir en déduction des impôts français pour éviter la double imposition. Ce qui est bien précisé, c'est que les impôts payés aux États-Unis sur ces revenus provenant des États-Unis pour une partie, vont servir de crédit d'impôt sur les impôts à payer en France. C'est excessivement simple, c'est prévu et c'est du droit commun. J'aimerais cependant m'intéresser à ce fameux rescrit que le journaliste met en avant en surlignant la quote-part du LLP, qui est en quelque sorte une société de personnes avec un traitement particulier, exercée au Royaume-Uni par l'intermédiaire d'une base fixe située dans cet État, n'est pas imposable en France. La chose que cela veut dire, c'est que lorsqu'il y a une opération là-bas, attention, c'est que ça va être imposé là-bas, en Angleterre, et donc pas imposé en France, même si ça va rentrer dans le calcul du taux effectif de l'impôt. Une non-imposition en France ne veut pas dire une non-imposition en Angleterre. Ça veut tout simplement dire que le droit d'imposer est uniquement à l'Angleterre. Si vous prenez l'immobilier, si vous êtes résident français et que vous avez un appartement en Angleterre qui vous verse des loyers, ces loyers, dans la convention fiscale, vont être taxés en Angleterre, mais pas taxés en France. Mais par contre, ces revenus seront pris en compte pour le calcul de votre tranche marginale d'imposition. Donc c'est faire un raccourci assez rapide. Cela ne veut pas dire que si vous versez des fees dans un paradis fiscal, que ça ne sera pas imposé en France, donc que vous pouvez verser 90% du salaire à l'étranger. Ça ne veut pas du tout dire ça. La seule chose que cela veut dire, c'est que lorsque l'activité est faite à Londres au travers d'une base fixe d'affaires, cette activité sera imposable à Londres, mais ne sera pas imposable en France. C'est effectivement pour éviter les doubles impositions, pas que les commissions sont versées dans un trust. Vous n'allez pas payer l'impôt anglais en plus de l'impôt français, sinon c'est plus rentable d'être au RSA qu'être banquier d'affaires, sérieusement. Mais ça, il faut tout le temps faire la différence entre exonération, c'est pas des conventions de double exonération, c'est des conventions de non-double imposition pour éviter que le même revenu soit taxé deux fois, pas pour qu'il soit exonéré deux fois. Après avoir fait fortune dans la prestigieuse banque franco-britannique, Emmanuel Macron aurait-il omis de mentionner certains honoraires perçus à l'étranger ? C'est ce que nous a affirmé notre personnalité proche de la banque Rothschild.
Ce qui fait que quand il fait sa déclaration, il a pu dire qu'il avait peu d'argent, qu'il avait gagné 2 ou 3 millions chez Rothschild. Mais il ne fait apparaître que ce qu'il a reçu en France. Et il n'a pas fait apparaître qu'il avait reçu dans un trust. Et ce n'est pas illégal, hein, dans la mesure où, comme c'est dans le trust, ce n'est pas à lui. Quand il veut que ça redevienne à lui, il suffit qu'il claque dans les doigts. Et à ce moment-là, le système fait que l'avocat, payé par Rothschild, libère les fonds et les verse sur un compte au Panama, ou sur un compte en France, sur un compte en Belgique, enfin là où il est, là où il le demande. Il ne manquait plus que dire sur une société du Delaware pour être totalement en accord. On parle de Panama, de Belgique, d'omettre des revenus, de ne pas faire apparaître ce qui a été reçu dans le trust. Mais pourquoi cacher de l'argent si le rescrit fiscal vous dit que vous n'êtes pas imposé sur ces sommes? Il n'y a aucune raison d'aller cacher l'argent et prendre un risque. Ils se sont servis d'un rescrit comme preuve journalistique dans cette vidéo. Cependant, ils vous disent qu'on serait allé cacher de l'argent avec un risque lié à ça, c'est un risque médiatique. Les costumes, c'est pas illégaux, mais on a vu ce que ça faisait sur François Fillon. Mais par contre, on vous dit, c'est pas imposable en France, mais on va le cacher quand même. Quel intérêt de payer des fees, quel intérêt d'entretenir une structure pour cacher de l'argent qui ne serait pas imposable en France d'après ce qu'ils ont dit eux-mêmes. Je serais curieux d'avoir ton avis, donc n'hésite pas à utiliser les commentaires et dire ce que tu en penses. Mais quand on dit trust, c'est des on-dit, il y a une mention qui est importante et qui avait été relevée durant les Macron Leaks. Et nous y reviendrons dessus sur cette notion importante en troisième point à la fin de la vidéo, car la guerre en Ukraine rend peu probable ce fameux trust offshore. Et après, c'est qu'un avis personnel, je ne fais que partager ce que je pense et essayer d'apporter une réponse facile à un problème complexe. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est que s'il y a réellement un trust Emmanuel Macron, on parle de trust, on parle d'anonyme, on dit qu'il est soit localisé à Jersey, soit à Guernesey, soit à Île-de-Man. On va prendre l'exemple le plus courant qui va être Jersey, qui est la juridiction, je dirais, la plus experte en la matière, notamment au niveau bancaire. Alors, quand on dit qu'un trust est anonyme, il faut savoir que même si Macron avait un trust et que tu tapes dans Google Trust Macron ou registre trust, tu ne vas rien trouver car un trust est avant tout une entente légale, un contrat. Regarde la vidéo sur notre chaîne, on avait expliqué ce point précis. Et donc, oui, ce n'est pas comme une société, il n'y a pas de registre. Mais si les trusts étaient anonymes complètement, on peut se poser la question, pourquoi les Russes qui sont sous sanctions, qui ont des actifs, qui ont des yachts et tout, ils auraient tous des trusts pour mettre des yachts, détenir les actifs et rendre leurs actifs insaisissables, si c'était aussi simple que ça. Et le pire, c'est qu'ils en ont. Pourtant, cela n'empêche pas de saisir leurs yachts, de connaître leurs possessions plus ou moins précisément. Pour plus de précision, et pour bien expliquer l'intérêt d'un trust et l'anonymat du trust, c'est très important, nous allons prendre l'explication qui est donnée par un grand cabinet d'avocats spécialisés dans ce genre de structure, dans les paradis fiscaux évoqués dans la vidéo, que ce soit les BVI, que ce soit Guernesey, que ce soit Jersey. Cela va te permettre de comprendre la distinction entre anonymat vis-à-vis des tiers, c'est-à-dire toi, moi, les journalistes, et anonymat vis-à-vis des administrations, ce qui est clairement précisé. Donc on va passer sur un article qui est rédigé par Josephine Howe, qui est une partenaire dans un cabinet d'avocats à Jersey. C'est dédié, le cabinet c'est Augier, ils sont présents dans les principales places britanniques, c'est-à-dire on les a cités précédemment. Et il parle des trusts et des mythes qui entourent les trusts et les fondations. Donc on va parler des deux et ça va être très intéressant et on va se poser sur quelques passages que j'ai trouvé particulièrement intéressants. Ils disent que certaines personnes disent que les trusts et les fondations sont secrètes, qu'elles sont utilisées pour des activités criminelles, cacher l'identité du bénéficiaire économique et éviter les informations, le report des informations aux autorités fiscales. On y est exactement dans ça. On vous parle de trust anonyme. Et oui, on ne peut pas savoir que Macron aurait un trust parce que c'est anonyme. C'est assez facile comme justification. Donc, les premiers
les premiers points sur lesquels on va s'intéresser particulièrement va être principalement le mythe 2 sur comme quoi les trusts de Jersey sont utilisés pour des activités criminelles et de l'évasion fiscale, cacher du fric, comprenez ça, c'est plus simple, et de cacher l'identité des bénéficiaires ultimes, de les garder secrètes pour éviter la communication des informations aux autorités fiscales. En réalité, comme ils le disent, donc ça, on va y passer dessus parce qu'on parle pas d'une fondation. Dans la vidéo, il est parlé d'un trust, un trust anonyme, qui disent que la première utilisation des trusts va être d'éviter les règles d'héritage strictes. C'est un outil patrimonial, plus ou moins. Généralement, la personne va mettre ça en place pour contourner les règles héréditaires. Par exemple, favoriser l'amant par rapport à la femme. Si Emmanuel Macron avait un amant secret, il pourrait le privilégier à sa femme. Petite pour jouer sur les rumeurs. C'est précisé que comme quoi les personnes vont avoir la possibilité de choisir qui va hériter, de quoi, comment, et que c'est très utile dans les familles où vous avez des problèmes, ce qui devient de plus en plus courant, on va dire. Dans le cas d'identifier les bénéficiaires ultimes, le bénéficiaire ultime d'un trust détenu par Emmanuel Macron serait Emmanuel Macron. Et sur la communication des informations aux autorités fiscales, il est bien précisé que tous les organismes qui s'occupent de fournir ces services, ça va être les cabinets d'avocats généralement, là c'est sur Ogier, donc eux peuvent le fournir le service, c'est des services providers qui sont agréés par les autorités financières. Ils disent que à Jersey, vous êtes obligé de respecter les règles et régulations qui sont édictées par la Jersey Financial Services Commission, la JFSC. C'est très très bien précisé ici. Alors que le public a un accès limité ou aucun accès aux informations sur les trusts et sur les fondations, ça veut dire les tiers, ça veut dire vous, les journalistes, Off Investigation, les petits inspecteurs Colombo de Google. La législation de Jersey va obliger aux sociétés proposant les services qui vont fournir les trusts, ça va pas être Jean-Michel que vous allez trouver sur Google, que ce soit les sociétés ou les fondations, de discloser, donc de fournir de manière volontaire les informations aux autorités, notamment par rapport aux règles d'AML, donc d'anti-money laundering contre le blanchiment d'argent. Également, les bénéficiaires des trusts à Jersey doivent communiquer certaines informations à propos du trust avec les règles du trust, ça veut dire généralement le contenu. Également, il est précisé que Jersey a des accords avec la plupart des autorités fiscales autour du monde, y compris la France, pour révéler les bénéficiaires effectifs et les informations lorsque c'est demandé. C'est ce qu'on appelle l'échange à la demande. Ces prérequis sont designés pour préserver une confidentialité, c'est-à-dire que pour les tiers, vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils ont, mais par contre, une autorité, elle peut savoir exactement ce que vous avez, que ce soit pour les fondations et les trusts, mais en même temps, faire en sorte que les trusts, les fondations soient transparentes suffisamment pour éviter de s'en servir comme des outils pour masquer l'identité et pour évader des taxes. On serait dans cette optique-là, soi-disant. Il est précisé également que lorsqu'on commence une fondation à Jersey, vous devez fournir les beneficial owners, c'est la personne qui détient au final. Donc même si vous mettez des nominees, vous êtes toujours le bénéficiaire effectif. Donc ça ne marche plus d'un point de vue bancaire. Ça va par contre, les nominees vont vous permettre d'avoir un niveau d'anonymat vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire que Jean-Michel, le haters sur Internet, ne pourra pas savoir qui est derrière la société, mais par contre une administration fiscale, elle le saura parce qu'elle aura le registre des bénéficiaires effectifs. C'est ça que ça veut dire. Ils doivent garder
toutes les informations des bénéficiaires effectifs et faire en sorte que cette information soit disponible au registre des sociétés et aux autorités à la Jersey Financial Services Commission lorsque nécessaire ou lorsque c'est demandé. Il précise bien qu'ils n'ont pas de registre pour les trusts, mais cependant les règles sont là pour éviter le money laundering, le blanchiment d'argent. Lorsque vous allez fournir des services de trust, vous devez vous assurer de respecter les règles anti-blanchiment d'argent à Jersey ainsi qu'aux Nations Unies, à l'Europe Union et respecter les sanctions économiques qui sont votées et qui s'appliquent également à Jersey. On parlait des Russes précédemment. Si un Russe a un bateau à Jersey détenu par un trust, on va savoir qui détient le trust et automatiquement, il va avoir les sanctions vont s'appliquer sur ses biens. Il est également précisé que c'était un early adopter Jersey et que c'était l'une des premières juridictions au monde à adopter le Common Reporting Standard, c'est l'échange automatique d'informations fiscales, c'est-à-dire avant, si vous avez un compte en Suisse, il fallait que le fisc français demande à la Suisse si vous aviez un compte. Aujourd'hui, la Suisse, elle communique tous les ans vos comptes aux autorités fiscales. Lorsque vous avez un compte N26 ou Revolut, en mai-juin, ils vont vous demander, ils vont vous envoyer un mail pour vous rappeler, est-ce que vous avez bien déclaré le compte aux autorités fiscales de résidence pour éviter la tax evasion. Plus de 100 pays autour du monde ont signé cet accord, dont la France, l'Angleterre, Jersey, Guernesey, l'île de Man. Tous les pays développés l'ont signé, à l'exception des États-Unis, mais qui ont leurs propres règles d'échange qui s'appellent le FATCA, qui n'est pas basé sur la résidence fiscale, qui est basé sur la nationalité, puisque les Américains sont taxés par rapport à leur nationalité, et c'est un des rares pays qui fait ainsi. En France, vous êtes taxé par rapport à votre résidence fiscale, pas du fait que vous soyez français. Donc, c'est pas le passeport qui l'emporte. Vous pouvez avoir 14 passeports au niveau bancaire. Ça sera votre adresse de résidence fiscale, votre TIN, Tax Identification Number, qui sera le plus important. Et pour respecter le CRS, chaque année, les services de la Jersey Financial Service Business qui fournissent les trusts, les fondations, doivent reporter les informations bancaires des specified persons, c'est-à-dire toute personne qui vit dans un pays CRS compliant, c'est-à-dire la France par exemple. C'est-à-dire que tous les ans, les avocats à Jersey doivent fournir aux autorités fiscales de Jersey les informations sur les Français pour que Jersey communique avec la France l'ensemble de ces informations. Puisqu'on est des CRS compliant jurisdiction au contrôleur fiscal de Jersey. Et ensuite, c'est bien précisé ici que le contrôleur des taxes, donc l'agent fiscal, le fisc de Jersey, transférera ces informations aux autorités fiscales du pays de résidence. Specified person include settler. Alors le settler, c'est celui qui constitue le trust, celui qui apporte les biens, mais également les bénéficiaires. Généralement, vous êtes celui qui a apporté les biens, donc vous êtes le settler, et le bénéficiaire, ça peut être vos enfants. Dans le cas d'un trust, ça sera vous en tant que constituant, mais ça sera aussi vos bénéficiaires qui seront transférés sur chaque année. Donc, en soi, même si Macron avait un compte à Jersey, il serait communiqué tous les ans aux autorités fiscales françaises. On a vu qu'avec Jérôme Cahuzac, qui était le ministre en charge du budget, il n'a pas pu faire opposition à la communication des informations lorsqu'il avait son compte en Suisse. Donc on se rend compte qu'en fait le trust, il n'est pas si anonyme que ça, et que même si vous avez un trust, il est communiqué de manière automatique aux autorités fiscales françaises, puisque vous êtes soit le bénéficiaire, soit le constituant. Sinon, l'argent, il n'est pas à vous. Donc, on voit les limites de l'enquête journalistique. Le troisième point que je souhaiterais évoquer, c'est comment la guerre en Ukraine rend très peu probable cette histoire de trust à l'étranger, selon moi. Pourquoi ? C'est parce qu'en 2017, nous avions déjà eu une affaire sur une société offshore,
qu'on avait appelé la Providence LLC, qui était le nom du lycée où Macron avait fait ses études et où Brigitte était professeure, avec un compte bancaire dans une banque aux Bahamas à la CIBC, avec des approximations remarquables. C'était la fake news. Sur les documents d'incorporation, ça s'appelait la Providence LLC. Sur les documents bancaires, c'était la Providence LTD, donc qui s'était gouré de forme de société sur les documents bancaires. Il y avait un petit laisser-aller sur ceux qui avaient décidé de fournir l'information. Ça avait été notamment évoqué par Marine Le Pen lors du débat du second tour, lors de la précédente présidentielle, le fameux compte aux Bahamas. Réel. J'espère qu'on n'apprendra pas que vous avez un compte offshore aux Bahamas ou je sais pas, j'en sais rien. Donc, ça avait été largement évoqué, ça avait été retransmis par tous les journaux. C'est pas le début, hein, c'est pas la première fois qu'on entend le patrimoine secret d'Emmanuel Macron. On va me prendre pour un macroniste alors que pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que le vol de données et les fake news et les campagnes de déstabilisation avaient été imputés au service de renseignement russe qui soutenait à l'époque implicitement Marine Le Pen. Vous pouvez le trouver notamment dans plusieurs articles, les Macron Leaks, qui avaient été dévoilés quelques jours avant le deuxième tour de l'élection présidentielle, qui avait été où il y avait de la désinformation, des métadatas, les boîtes aux lettres qui avaient été piratées, de comptabilité, comme quoi c'est en cyrillique, société travaillant pour de nombreux ministères russes. Ça venait de la Russie. Cela ne signifie pas forcément que ça émane des Russes, mais cependant, il y avait eu des fausses informations, utilisation abusive de drogue, l'islam pour les enfants français, collision avec Antifa, candidat contrôlé par l'UE. Ne pas oublier l'achat de la coque pour le boss, direction des affaires générales finances. Bon, tout y était sorti. Il y avait des vraies informations et des fausses informations. Et ce qui était intéressant, c'est dans un article de Reuters, donc c'est pas ce qu'il y a de plus fake news. Ils avaient précisé que les autorités américaines avaient, ainsi que des sociétés Trend Micro, avait montré que c'était une attaque russe, puisque Macron était le candidat le moins pro-russe, on va dire, et qui cherchait à déstabiliser. Donc ils avaient eu également cette fake news de la Providence LTD qui avait été transférée à travers Why Russia, Pam Storm, et c'est les groupes qui sont aussi APT 28, qui vient du GRU, qui est le renseignement militaire, si je dis pas de bêtises, si quelqu'un peut le vérifier, et le compte aux Bahamas, Macron ciblé par le poison de la rumeur. Vous voyez, quid des documents. Voilà, là on voit la Providence LTD, CIBC First Caribbean International Bank, return check. Qu'est-ce qu'il avait là, c'était la comparaison des signatures, mais bon, en gros, voilà, la Providence LTD immatriculée cette fois-ci aux îles Caïmans, en apparence rien à voir avec la Providence LLC logée à Nevis, ça a changé. Si c'est le plaisir d'entretenir la confusion, la Providence est le nom de l'école catholique autrefois fréquentée par Brigitte Trogneux, alors enseignante, et Emmanuel Macron, alors élève. Les Russes inventent des trucs, les Américains en remettent une couche à la mode Clearstream. Bon, ça n'a pas trop d'importance. Ce que je veux dire, c'est que avec l'invasion de l'Ukraine, qu'on soit d'accord, les services secrets russes se feraient mais un plaisir de déstabiliser l'Europe. Et quoi de mieux que déstabiliser la France, qui est un des principaux pays européens, et notamment Macron. Il faut rappeler que lors de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Macron, il est à la présidence de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en révélant cette information, en trouvant le trust, en piratant les gens, en révélant une vraie information, surtout après de nombreuses attaques et des sanctions qui ont été menées par l'Europe vers la Russie, par l'ensemble des ministres du gouvernement, au rang desquels Bruno Le Maire, les Russes se seraient fait un plaisir, mais un plaisir charnel de révéler cette information. Poutine aurait pris les pop-corns en révélant cette information, ce qui aurait eu l'effet d'un raz-de-marée. L'invasion en Ukraine rend, selon moi, beaucoup moins probable ce trust caché
il y aurait trop de risques de déstabilisation, surtout avec les sanctions contre les Russes et la possibilité de monétiser cette information. Si demain vous êtes un milliardaire russe, qu'on vous a piqué un yacht à 1 milliard d'euros, qu'on vous immobilise et qu'on veut vous le saisir, si vous avez un avocat qui vient vous dire « regardez là, j'ai les papiers du trust de Macron, je vous les communique contre 100 millions d'euros », alors on va pas aller jusqu'à 100 millions, allez, un petit billet de 50 millions, il va se faire un plaisir, le Russe, d'acheter les documents pour se faire débloquer ses actifs et sortir de la liste des sanctions. Et la France aurait pu peser, et encore plus Macron. Donc, en quelque sorte, cette guerre en Ukraine rend moins probable cette hypothèse selon moi, parce qu'il y aurait trop de risques. Il faudrait être fou furieux. Il y a forcément des gens qui auraient l'information, pas forcément en France, mais il y aurait des gens aux services fiscaux, des professionnels, ceux qui ont mis les choses en place, des anciens employés, comme celui qui commente dans le reportage à visage anonyme. À visage anonyme, c'est facile de dire n'importe quoi, mais ces personnes-là, elles auraient pu avoir accès à l'information, avoir des documents et les monétiser. En guise de conclusion, puisqu'il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure, il faut comprendre que cette vidéo, c'est pas du tout une vidéo de soutien. Je voulais parler d'un sujet d'actualité, comme je l'ai fait pour McKinsey, qui permet de mieux comprendre le fonctionnement, mais également de comprendre une notion très importante dans cette vidéo, c'est que c'est pas parce que vous allez prendre des directeurs nominés que vous allez être anonyme. Lorsque vous avez une LLC américaine, vous êtes anonyme vis-à-vis des tiers, lorsque vous avez une société au Delaware. Mais dès que vous voulez ouvrir un compte bancaire, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire ? Vous êtes obligé de faire un EIN qui va être associé avec votre compte bancaire, qui va être associé avec votre passeport, puisque vous devez le faire une copie notariée. Donc automatiquement, il n'y a plus d'anonymat. L'IRS sait très bien que vous avez un compte là. Donc il faut se rendre compte que il faut faire la distinction entre société, anonymat envers les tiers avec les nominis. Et c'est pas parce que vous allez avoir un nomini que vous allez être anonyme. Et les trusts, comme on le voit, certes, c'est anonyme pour les tiers. Ça veut dire que Jean-Michel ou le haters de base ne va pas pouvoir trouver de l'information, vous faire chanter, vous faire des menaces et compagnie. Mais d'un autre côté, ce n'est pas anonyme pour les administrations fiscales, pour les services de renseignement, puisque l'information, elle est révélée. Et à la banque qui abrite les fonds, il y a un bénéficiaire effectif. Et ce bénéficiaire effectif, il est également au moment des trusts. Le but de cette vidéo, c'est de vous permettre d'acquérir une compétence, un regard critique, car souvent face à un monde inconnu, celui de l'offshore, celui de la finance internationale, on peut facilement se laisser avoir par des éléments gros. On vous a montré un rescrit, mais en vous disant que le rescrit validait le fait de payer les fees dans un trust à l'étranger, alors que pas du tout. Il dit non, s'il y a des opérations qui sont faites en Angleterre, ça sera imposé en Angleterre et pas imposé en France. C'est ça que ça voulait dire. Car oui, sur des informations spécifiques, vous pouvez vous faire avoir, croire tout ce qui est dit relativement facilement et croire tout ce qui vous est mis devant comme élément de preuve. Alors que le journaliste le dit lui-même, qui n'a aucun élément, aucun début de preuve, c'est soit dans ce pays, c'est soit dans ce pays, c'est soit dans ce pays. Ouais, c'est face tu gagnes, pile tu perds, quoi. C'est un peu ça. Si vous comparez à l'enquête de Patrick Balkany, il y avait des éléments, des grosses dépenses en cash, alors qu'aucun retrait n'était fait, des maisons qui étaient détenues par des sociétés au Liechtenstein, que quand les Balkany ils allaient en vacances, ils ne payaient jamais leurs vacances et jamais la location. Aucune dépense d'avion. Donc ça voulait dire que automatiquement les dépenses étaient prises sur des comptes étrangers et qu'ils n'avaient déclaré aucun compte. Il y avait un début de preuve. Là, il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun financement d'une banque étrangère, il n'y a aucune injection de fonds. Alors, je veux bien croire au complot, mais bon, c'est la théorie du complot, elle est facile pour justifier qu'on n'a pas de preuves. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à mettre un like. Et n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.